Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast des entrepreneurs du food et de la nutrition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nour Akbar Ali, qui est le Founder and Cheese Executive Officer chez les Nouveaux Affineurs. Alors, cheese, vous l'aurez compris, parce qu'on va parler de fromage, ou plus précisément de fromage. On va en discuter juste après avec Nour, qui va nous expliquer sa vision de cette catégorie et qui va nous emmener vers l'affiner et au-delà, puisque c'est une des baselines de la marque. Nour, bonjour, bienvenue sur le podcast Culture Nutrition. Bonjour Grégory, bonjour tout le monde. Écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir dans le podcast, Nour, parce que en fait, ça fait quelques années qu'on se connaît, 2017, si j'ai bien reconstitué mes souvenirs, puisqu'on s'est croisés la première fois lors d'un événement Nutrivent à Lille, au cours d'un challenge de start-up sur la thématique des protéines végétales. Et à l'époque, tu créais ou tu étais en cours de création des nouveaux affineurs et tu venais pitcher la start-up devant le jury dont je faisais partie. Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence-là. Ouais, plaisir partagé, merci de me recevoir sur le podcast. Et tout à fait, parce que je pense qu'en 2017, on était au balbutiement de la boîte. Je pense qu'à l'époque, j'étais tout seul avec quelques proto-fromages que j'avais fait moisir dans mon frigo et un deck. Donc c'était vraiment au tout début qu'on s'est rencontrés et c'était il y a un peu plus de 5 ans, ouais. Donc le décor est planté, on est effectivement dans l'univers du fromage, à ce détail près que ceux des Nouveaux Affineurs sont à base de végétal. Et dans ce cas-là, on a l'habitude de parler de vromage, de faumage. Alors il y a plusieurs verbatims, mais je crois que le terme faumage, ça ne te convient pas trop, il me semble. Alors en tout cas, il existe, il peut être sympa. C'est vrai que le fait qu'on parle de faux, alors que ça reste des vrais aliments, on part d'ingrédients bruts, il y a pas d'additifs. Hem, pour nous, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que le côté d'avoir une formulation qui soit, saine et bonne nutritivement est important. Donc on a fait plutôt le choix d'utiliser des variations comme, l'affiné végétal, le frais végétal, pour être capable de, respecter la loi. Que la réglementation interdit d'appeler notre produit fromage et même fromage végétal, tout en étant, quand même sur un univers qui soit proche et qui soit dans le positif plutôt que dans une alimentation, sans. Mmh. Et en descriptif générique, vous utilisez un autre mot que fromage, au-delà des noms de produits qui sont l'affiné et autres? Pour les 2 gammes qui existent commercialement aujourd'hui, il y en a une, on appelle ça des affinés végétaux, et l'autre, c'est le frais végétal. Après la réalité, c'est que, OK, il y a cette réglementation qui interdit, l'association, des mots fromage et végétal. Dans la pratique, les clients, les gens qui, consomment les produits, qui parlent des produits, ils disent fromage végétal. C'est-à-dire que les gens qui vont dans une boutique, dans un magasin bio, dans une boutique d'épicerie, végétale, s'ils cherchent, ils vont dire: «Est-ce que vous avez du fromage végétal?» Ils vont pas dire autre chose. Et donc je pense que ça fait partie de certains sujets où, j'allais dire, quelle que soit la réglementation, ce qui prévaut au quotidien, c'est l'usage. Et nous, on a même des gens qui sont, des chefs étoilés, qui, travaillent avec nos produits. Quand ils passent commande, ils disent: «Bonjour, je veux 10 kilos de fromage», hein. Mmh. Non, mais c'est clair il y a la réglementation d'un côté, puis il y a les habitudes, consommateurs de l'autre. Je pense que sur tous les produits végétaux, c'est pareil, on parle, entre consommateurs de lait végétal, de viande végétale et on comprend bien de quoi il s'agit, hein, bien sûr. Alors tes produits sont, je pense, assez uniques. Personnellement, moi, je les ai goûtés, puis on a eu l'occasion avec l'équipe, de les goûter chez Nutrikeo, parmi d'autres, hein, que j'ai pu comparer notamment au dernier Cial, au salon de l'alimentation et j'avoue que ça fait partie des meilleurs. Alors je dis pas ça pour la flagornerie, mais c'est vrai que je trouve que gustativement, visuellement, au niveau de la texture et cetera, on est clairement au-dessus de ce qui peut se faire. Il y a des produits qui sont vraiment bluffants, hein, en termes de ressemblance avec le référent, hem, qui est fait avec du lait animal. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que la clé, c'est, la maîtrise de la fermentation qui, chez vous, est probablement plus aboutie que chez les autres? Mmh. Oui, et c'est vrai que ça a été un des éléments fondateurs de la création de l'entreprise.
C'est de se dire que sur le marché, c'était vrai il y a 5 ans et c'est à peu près vrai aujourd'hui, il y avait très majoritairement des produits qui sont non fermentés, ultra transformés et pas terribles en goût, mais qui ont un usage en cuisine, en ingrédients, parce que ça fond, et d'autres produits qui étaient en fabrication un peu plus artisanale, un peu plus qualitative, mais encore éloignés de ce qu'on connaît sur l'univers du fromage. Et moi, j'ai un parcours scientifique, donc j'ai commencé à décortiquer, les modes de fabrication avec un regard un peu peut-être plus technique, que certains confrères. Je me suis vite approché de fromagers, d'experts aussi de la fermentation, des gens de l'INRA, des gens d'AgroParisTech, pour se dire, bah, comment travailler sur le process et sur la fermentation, pour avoir un produit dont le 1er critère, ce soit le goût et que les gens puissent avoir une approche du végétal qui soit par le goût et en fait, qu'on soit pas juste dans un produit sans, je le disais tout à l'heure, et en fait, ce soit un produit qui est bon et que ce soit la première raison pour laquelle on le mange. Et ça, c'est important pour aller toucher un public qui est pas forcément végan, qui est pas forcément, végétarien. On voit que parmi nos clients, et aussi parmi les gens, par exemple, qui consomment du lait végétal, les gens ont pas forcément une alimentation, strictement sans lait ou sans produits animaux. Non, c'est plutôt ce qu'on appelle des flexitariens. Oui, et c'est Mmh. et c'est important en tout cas d'avoir un produit qui est vraiment agréable. Ça reste un produit plaisir, hein, quand on parle du fromage, c'est pas un produit, vital en quelque sorte, et donc c'est important de retrouver le plaisir. Et pour arriver à ça, qui est un point important du positionnement, les outils à notre disposition, c'est des outils techniques, et donc en fait, c'est de mettre en œuvre, bah, toute une recherche scientifique, tout un procédé aussi de fabrication, industriel, hein. Pour moi, industriel, c'est pas un gros mot. On peut être industriel et avoir un cahier des charges, purement artisanal. C'est juste, en tout cas, la maîtrise de la qualité à plus grande échelle, et donc on peut faire tout ça en ayant un produit qui soit le meilleur possible et le plus clean possible. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, alors sans révéler des secrets industriels sur, ce process de fermentation? En fait, vous essayez de vous approcher au plus proche de ce qui est pratiqué sur les fromages traditionnels, y compris sur l'affinage en cave et cetera, d'où aussi peut-être le nom de la marque? Ouais, il y a 2 grandes étapes dans notre procédé de fabrication. Hem, la première étape, c'est qu'on va fabriquer une pâte végétale. Alors on va partir d'ingrédients, entiers au tout début, principalement dans nos produits actuels, la noix de cajou et le soja, et ça évoluera, probablement. La première étape, c'est qu'on va fabriquer une forme de pâte végétale, et la deuxième étape, c'est qu'on va venir la fermenter. Si on fait le parallèle avec ce que va faire un fromager quand il travaille, le lait, lui, sa première étape, il fabrique un caillé, donc il prend du lait qu'il va transformer en une base un peu plus, solide, et la deuxième étape, c'est qu'il la fermente. Et là où c'est important, c'est que, bah, sur la première étape, comme notre matière est très différente, le procédé lui-même est très différent. Donc là, il a fallu repartir vraiment de zéro en se disant, bah, comment on fait pour avoir quelque chose d'intéressant avec du végétal? Là où nous, on a, beaucoup progressé par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est qu'avec seulement 2 ingrédients et un procédé qui est uniquement mécanique, on arrive à réarranger les protéines, les graisses, les sucres, en fait, dans notre base végétale, avec aucun additif, mais qui retrouve des propriétés, très intéressantes en texture, avant même que la fermentation ait démarré. Et une fois qu'on a ce produit, on vient mettre des ferments à l'intérieur, et là démarre une étape de fermentation qui, du point de vue des outils, va se rapprocher beaucoup de ce que fait un fromager. Tu parlais à l'instant de cave, et effectivement, on travaille dans ce qu'on appelle, des caves ou des halloirs qui sont, contrôlés en température, en humidité, en ventilation. Une grosse partie du savoir-faire, ça va être de comprendre comment évolue, le produit pendant les jours d'affinage et qu'est-ce qu'on doit lui apporter? Un peu plus d'eau, un peu plus de ferment? Est-ce qu'on doit le retourner? Et donc ça, c'est, quelque chose qui se construit puisqu'évidemment, la matière étant différente, le process n'est pas un copier-coller de celui qu'on aurait sur un fromage, parce que les ferments vont pas se comporter de la même manière. C'est pas forcément les mêmes ferments. Mais l'idée, en tout cas, c'est de s'appuyer sur, cet outil technologique qui existe déjà, et de l'adapter à des nouveaux ingrédients.
Oui, donc on sent vraiment que ce process de fermentation, il est au cœur de votre savoir-faire, il est au cœur des engagements aussi des nouveaux affineurs. Je pense notamment, au consortium public-privé, du Grand Défi des ferments du futur, qui est coordonné par l'INRAE et dans lequel vous êtes partie prenante. Il y a également un autre projet, qui s'appelle Cost Action Pimento, si mes sources sont bonnes, qui, veut placer l'Europe à la pointe de l'innovation sur les aliments fermentés. Là aussi, vous êtes impliquée dans ce projet. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi vous souhaitez être aussi impliqué sur des projets de pointe comme ceux-ci, de recherche sur la fermentation? Alors, la fermentation, dans notre procédé, ce qui est important, c'est que ça permet, et alors enfin, pas que chez nous, mais en tout cas la fermentation permet de transformer à la fois la texture, le goût, la conservation et la nutrition, des aliments qu'on fermente. Ça, c'est quelque chose qui est, exploité depuis, des millénaires, en fait, parce qu'il y a, entre 30 et 50 des aliments qu'on consomme qui, sont fermentés selon les régions et les diètes dans le monde. Et donc ça fait que c'est un outil ou une famille de technologies, j'allais dire, qui est très puissante, puisqu'elle permet de faire tout ce que je viens de décrire, par voie uniquement, biologique, donc avec aucun entrant, aucun additif, quand c'est bien maîtrisé. Et d'ailleurs, le quand c'est bien maîtrisé est important parce que si on fait n'importe quoi, ça peut, causer un risque aussi, sur la santé. Et donc pour ça, comme on prend des techniques qui existent depuis longtemps, mais qu'on l'applique à des nouveaux usages, il faut aussi s'entourer d'experts. C'est, des choses qui sont, à la fois connues et complexes et on souhaite à la fois, s'intégrer dans les réseaux existants avec des gens qui travaillent là-dessus depuis, plus longtemps que nous, et aussi contribuer puisqu'on a, notre vision, notre innovation, les usages qu'on fait, qui permettent aussi de remonter. D'ailleurs, c'est un des rôles qu'on joue dans ces différents, consortiums, de remonter aussi des problématiques qu'on a réellement, via des questions qu'on a des consommateurs, via des sujets, réglementaires qu'on pourrait, rencontrer et d'apporter finalement notre regard de, fabricant de produits végétaux qui sont commercialisés à des équipes qui sont peut-être plus centrées sur la recherche et donc il y a un échange qui se fait, à ce niveau-là et c'est vrai qu'on est très impliqué là-dedans et d'ailleurs on est la seule entreprise, en Europe, qui est un pure player sur, le végétal, la fermentation végétale, enfin en particulier la fabrication d'alternatives au fromage, à être dans ces groupes-là, aux côtés de groupes beaucoup plus gros et c'est quelque chose qu'on souhaite, poursuivre, cette implication sur, l'écosystème de recherche autour de ces questions. Et concrètement, votre implication fait qu'il y a des chercheurs de l'INRAE qui travaillent sur vos produits pour inventer, des nouvelles façons de fabriquer demain ou à l'inverse, c'est vous qui apportez, de la contribution, scientifique, technique ou autre, au projet collaboratif? Depuis la création de l'entreprise, en fait, il y a eu plusieurs, projets comme ça différents. Par rapport à l'accompagnement et aux équipes de recherche, en fait, très tôt dans la création de l'entreprise, on a eu des collaborations et de l'accompagnement avec des équipes, de recherche de l'INRAE, d'AgroParisTech qui nous ont beaucoup accompagnés sur des questions, scientifiques et techniques. Ensuite, on a poursuivi aussi en ayant des travaux de sous-traitance avec eux, c'est-à-dire qu'on les a demandé de réaliser pour nous, certaines, actions de recherche, en fait, pour notre R&D parce qu'ils avaient des moyens techniques qu'on n'avait pas et maintenant, ça, c'est plus récent, ça date surtout de 2023 et de fin 2022. La contribution dans ces projets de recherche ou dans ces consortiums, elle vient à différents niveaux. Donc il y a des sujets collaboratifs où on va être, apporteur finalement, je disais, de questions, de thématiques, qu'on peut rencontrer sur le terrain et dans le cas particulier, par exemple, du Grand Défi des ferments du futur, qui est un projet, très ambitieux, qui est, soutenu par le plan, France 2030. En fait, on est membre, du comité d'orientation stratégique. Il y a la moitié de membres privés, la moitié de membres publics et donc nous, on a une voix, aux côtés, de Danone, de Bell, des grandes entreprises, du secteur, pour sélectionner en fait, des projets de recherche, donc qui sont réalisés par des équipes de recherche et en fait, il y a des appels à projets et les membres du comité stratégique votent. Donc là, en fait, c'est notre voix qui dit: «Bah, tiens, nous, on pense, que ce sujet-là est important, et on souhaite qu'une partie du budget, du GDFF soit allouée, à ces travaux de recherche». Donc là, c'est, finalement notre mode d'action, c'est de contribuer à la sélection des projets là-dessus, également et à la construction de ce réseau-là.
Si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle de l'aspect environnemental aussi sur, vos produits parce que forcément quand on parle de végétalisation de l'alimentation, il y a très rapidement derrière une motivation aussi, durabilité, impact sur la planète. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette facette? Volontiers. Depuis le début, effectivement, l'enjeu de travailler sur, des bases totalement végétales, c'est ça prend en compte, une dimension qui n'est pas la seule, mais celle de l'impact, global sur l'environnement, hem, sur, le changement climatique, sur les animaux aussi et puis sur la santé et du point de vue enfin le 1er critère qui vient souvent en tête, c'est, l'impact sur, les émissions de gaz à effet de serre. Nous, avec les formulations qu'on a qui sont uniquement végétales et en particulier avec les ingrédients qu'on a choisis, on a estimé qu'on réduisait de 90 les émissions en équivalent CO2 par rapport à un produit laitier équivalent. Pourquoi? Principalement parce que, ce qui fait le coût carbone d'un produit laitier, c'est beaucoup lié aux émissions de méthane qu'il y a dans la production de lait, puisqu'en fait, c'est, très corrélé à la production, bovine, hein, comme pour la viande. Puis c'est principalement du lait de vache qu'on utilise et le méthane a un pouvoir, réchauffant, sur l'effet de serre qui est beaucoup plus important que le carbone. Donc en fait, déjà, on passe sur une source végétale qui n'a pas cet impact-là et après, dans les ingrédients qu'on a choisis pour l'instant, il y a du soja qui est bio et français, donc c'est une production locale. Il y a des noix de cajou qui sont importées et je prends les devants parce qu'on nous pose souvent la question, donc on est Oui. habitué à y répondre. C'est: «Ah oui, mais vous êtes bien gentil, mais en fait, avec votre truc végétal, vous êtes en train d'importer des conteneurs de noix de cajou du Vietnam». Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, la noix de cajou, c'est une noix qui pousse en zone tropicale. C'est extrêmement vertueux en ressources parce que ça prend de l'eau de pluie et il y a pas d'irrigation supplémentaire et ça prend de la chaleur en saison chaude. Ça séquestre énormément de carbone dans la pousse parce que c'est des arbres très feuillus et le transport, c'est des denrées sèches qui se font par transport lent, en bateau. Donc le coût du transport, dans le bilan global est extrêmement faible et d'ailleurs, il y a plein de bonnes raisons de consommer local. C'est pour ça que nous, on cherche aussi à avoir des nouvelles recettes qui sont avec des ingrédients qu'on pourrait, se procurer totalement en Europe, avec d'autres légumineuses, d'autres céréales, des choses qu'on pourrait inclure à notre, recette. Mais on sait que le jour où on va le faire, ce sera très bien, mais ça va très peu améliorer le bilan carbone parce qu'en fait, il est déjà bas. Donc ça, c'est un point qui est important, sur l'impact environnemental. Oui, parce que ce choix de la noix de cajou, il est très spécifique, il est pas anodin. Pourquoi avoir choisi la noix de cajou plutôt que l'amande, ou d'autres oléagineux qui sont utilisés, dans les fromages végétaux? Alors nous, on a fait le choix de travailler avec un mix, de noix, donc d'oléagineux et de protéagineux aussi avec le soja. C'est important parce qu'on est les seuls à travailler sur cette, combinaison, je pense au niveau mondial et ça fait aussi que ça donne aussi certaines spécificités à nos produits et un des intérêts, c'est pas le seul, mais de la noix de cajou, c'est que c'est une matière qui est riche en protéines et riche en graisses. Donc pour faire des fermentations qui vont ressembler aussi à ce qu'on va faire sur, la matière laitière, qui est également riche en protéines et riche en graisses, avec un peu de sucre, c'est un ingrédient intéressant et qui en plus est neutre en goût. Il y a plein de raisons si on le comparait, point par point aux différents oléagineux, pour lesquels on a choisi celui-là. Il y a aussi des questions de ressources, hein. Par exemple sur les amandes, il faut faire bien attention à où est-ce qu'on les prend, par rapport aux ressources en eau, mais ça ne veut pas dire que ça peut pas être, bien fait, hein. Il y a également des choses par rapport à la fermentation, aux ingrédients, au type de graisse qu'on va trouver à l'intérieur. C'est ça qui explique qu'on a fait ce choix en point de départ. Et en plus, je crois, les ingrédients sont bio. Oui, merci de le rappeler et c'est sur la partie de l'impact, en fait, on a, fait le choix d'un sourcing qui est totalement, biologique et dans le cas particulier, alors c'est valable pour les noix de cajou uniquement, on a fait le choix aussi de travailler uniquement avec des producteurs qui travaillent sur ce qu'on appelle du décortiquage mécanique. En fait, c'est pas forcément un sujet très connu, mais le gros de la noix de cajou qui est consommée, enfin, en particulier sur une zone comme l'Europe, c'est l'usage, en snack quoi, qu'on a dans l'apéritif. Énormément des noix de cajou qu'on peut avoir sont plutôt des noix de cajou qui transitent par l'Inde et qui sont décortiquées, à cet endroit-là. Et il y a des questions sur, la protection des travailleurs et des travailleuses, puisque,
il peut y avoir un acide en fait qui est présent dans la coque et quand c'est décortiqué à la main, ça peut devenir toxique pour la peau, des gens qui font le décortiquage. Et quand on passe par, une production qui a un décortiquage mécanique et le Vietnam est assez pionnier là-dessus, en fait, ça permet de ne pas exposer, heu, les travailleurs, les travailleuses, au produit qui est irritant, à cette étape de fabrication. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler uniquement avec des fabricants qui nous garantissent, ce volet-là. Mmh. Et vous, les noix de cajou et les grains de soja, vous les recevez, on va dire bruts dans Ouais, votre site de production, qui est maintenant à Ivry-sur-Seine ouais. et vous le triturez, enfin vous le travaillez vous-même? Le point de départ, des 2 ingrédients effectivement, c'est, la noix brute et la noix brute décortiquée et la graine brute. On fait toute la transformation de la noix chez nous. Sur la partie, soja, on a quelqu'un qui fait la première étape, et donc qui nous livre, le soja déjà dans une forme de enfin, ce qu'on appelle, du jus, avec, en fait, toute cette partie de dépelliculage, de décortiquage et cetera qui est faite par cette personne-là. Mmh. J'ai vu dans votre newsletter que, elle était disponible en 4 langues, anglais, allemand, espagnol et français. Du coup, j'en déduis que vous avez déjà des ambitions ou même des marchés à l'international? Oui, pour l'instant, on a démarré, principalement en France et en Suisse. On est présent en Suisse depuis, la fin de l'année dernière et donc en France depuis, quelque temps avec une accélération maintenant et c'est vrai que le double positionnement d'avoir un produit qui soit, bah, exigeant sur le goût et aussi avec, une marque, française en fait, fait qu'on a un intérêt fort, de nos voisins ou d'ailleurs souvent les questions d'alimentation végétale sont un peu plus dynamiques qu'en France. Et donc pour l'instant, on est présent de façon active, surtout en France et en Suisse, mais on travaille en fait, très fort aujourd'hui avec des acteurs en Allemagne pour pouvoir démarrer, bientôt et on a des ventes dans quelques pays, autour, par exemple, Belgique et Espagne, mais aujourd'hui c'est très petit, on n'est pas encore sur les gros réseaux de retail. Ça fait partie des projets, enfin des prochaines étapes de développement, en Europe. Et c'est pour ça on a une ouverture internationale et qu'on l'a eu très tôt dans la vie de l'entreprise. Et le marché américain qui est, plutôt en avance sur ces sujets d'alternatives végétales, vous avez étudié déjà? Oui, depuis, longtemps et en fait aussi, depuis je pense le début de la vie des nouveaux affineurs, il y a eu, ce sujet de l'avance, hein, que tu évoques sur, le marché américain, sur toutes ces questions et le point important, c'est qu'en fait, comme on est sur des produits frais, ultra frais même pour certains, on est, pas dans la possibilité d'exporter et évidemment, enfin, vu ce qu'on fait, on n'a pas envie d'envoyer les produits en avion. Ça aurait pas trop de sens, de faire ce qu'on fait ici pour le livrer là-bas comme ça. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille aussi avec, bah, des acteurs sur place. C'est encore un peu, précoce au niveau de ce qui pourra se passer, mais pour avoir des collaborations qui nous permettraient en tout cas d'avoir nos produits fabriqués avec notre technologie, sur le marché américain et aujourd'hui, c'est il y a encore besoin d'un petit peu de temps pour le concrétiser, mais ça fait partie des choses qu'on regarde de près et sur lesquelles on commence déjà à construire, quelques partenariats, quelques contacts pour être prêt le moment venu. Heu, en en ayant en tête qu'il y a 2 choses aussi, c'est que, le marché là-bas est beaucoup plus mûr qu'en France. Donc en fait, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sensibilisés à ce type de produit, à la fois pour le vegan, on va dire, et à la fois pour la santé. Il y a beaucoup de sujets santé, en fait, aux États-Unis. Bah, les gens qui sont prêts à passer sur un produit plus quali avec, un savoir-faire de fabrication français, ils sont nombreux aussi. Et moi d'ailleurs, hein, que ce soit pour les États-Unis ou pour ailleurs, le ça fait même un peu partie du pitch de départ. C'est dire, bah, en France, on a quand même un historique très fort et une reconnaissance mondiale sur, la qualité des fromages laitiers. Ce serait quand même, dommage que juste par, volonté d'être, un petit peu à rebours de tout ce qui est, l'alimentation végétale et autres, on laisse uniquement les autres pays être devant là-dessus. Il y a aucune raison qu'on ne soit pas, aussi en pointe sur le fromage végétal qu'on ne sait l'être sur le fromage tout court. Oui, c'est vraiment l'image du French cheese, à l'international, quoi. Ouais.
Et si on revient sur le marché français, c'est quoi ta vision de ce marché sur les alternatives, végétales au fromage? Le marché vraisemblablement est moins mature qu'ailleurs. C'est quoi les barrières aujourd'hui pour les consommateurs pour, passer le cap et aller vers ce type de produit? Alors au sens large sur, l'alimentation végétale en France, c'est vrai que si on compare par rapport à l'Allemagne, par rapport au Royaume-Uni ou même enfin le Benelux, on a un petit tempo de retard. Je pense que ça vient de l'historique, mine de rien, du point de vue alimentaire, la France, c'est un pays qui est assez conservateur et donc le fait d'avoir des nouveaux produits, des nouveaux usages, ça met du temps. On voit quand même que les choses bougent, que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, à l'impact de ce qu'ils mangent et ça, c'est très bien et pour ces raisons, en fait, le marché, il a commencé à émerger, il y a, 5-6-7 ans et donc on est encore un peu tôt, ça va mettre du temps à se développer si on compare à nouveau à nos voisins, mais c'est quand même en forte accélération et c'est ça, c'est très bien. En fait, on est là et on continue de contribuer à ce mouvement-là. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet aussi qui est que, bah, comme c'est des questions nouvelles, heu, on voit aussi que je pense la première étape pour les gens qui ont commencé à tu parlais de flexitarien tout à l'heure, donc les gens qui ont commencé à diversifier leur alimentation, le chemin le plus rapide, c'est d'aller mettre moins de viande dans son assiette et on voit que ça commence à rentrer, même au niveau des questions, publiques, hein. C'est-à-dire que c'est plus un tabou, de dire: «Il faut manger moins de viande». Pas dans 100 des milieux, mais en tout cas, ça commence à être, bien compris et à plusieurs niveaux. On voit des cantines, des établissements publics. J'ai vu que, l'hôpital de Marseille, récemment, avait annoncé que le soir, ils allaient, faire que des repas végétariens. Donc ça commence à bouger et le sujet de l'alternative aux produits laitiers, c'est quelque chose qui vient, peut-être dans un deuxième temps, qui commence à bouger aussi, mais voilà, il y a une chronologie, j'allais dire, qui s'est faite un peu naturellement et puis que tout vient, mais peut-être, avec un petit décalage par rapport aux questions des alternatives à la viande. Mmh. Et au niveau du positionnement prix, est-ce que c'est pas encore un peu une barrière? Parce que c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont, comparativement aux référents, d avec du lait, peut-être plus chers. Ça, c'est important. On voit en plus dans la période actuelle que, bah, dès que les prix montent sur l'alimentaire et ça a été le cas là ces, 12-18 derniers mois, dès que les prix montent, je disais, bah, ça crée une barrière pour certains, consommateurs en fait parce que tout simplement, c'est difficile de dépenser plus pour, alors parfois pour bien manger et malheureusement pour certains même pour manger. Hem, En tout cas, le fait qu'il y ait un gros écart par rapport aux produits laitiers, c'est sûr que ça ralentit un peu l'adoption, mais quelques sujets importants là-dessus. C'est que nous, on est en train de réduire l'écart parce que le fait qu'on soit en train de monter en échelle fait qu'on alors qu'on est dans un contexte inflationniste, on est plutôt en train de baisser nos prix et baisser nos coûts. Hem, on a déjà, en fin d'année dernière, en fin 2022, grâce à une première étape de montée en échelle, réduit nos coûts et nos prix de 20 à 25 sur toutes nos gammes. Donc ça, c'est bien et c'est une dynamique qu'on est, je pense pas nombreux à pouvoir faire aujourd'hui de baisser nos prix. L'autre élément et ça c'est un élément de réalité, c'est que, aujourd'hui quand on achète du fromage, alors il y a une petite partie de l'écart qui fait aussi que nos produits sont bio et le gros du marché du fromage est plutôt en conventionnel, mais quand on achète du fromage, il y a beaucoup de subventions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Malheureusement, les gens qui sont dans la profession de l'élevage laitier, c'est des gens qui sont très peu rémunérés et c'est triste à dire, mais quand on paye pas bien les gens, le produit est moins cher, à la fin et également tout ce qu'on va appeler, les externalités liées à un mode de fabrication ou un autre. Alors pas que sur le laitier, aujourd'hui c'est le cas sur, l'ensemble en fait des questions alimentaires, elles sont pas répercutées sur le prix. Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui évidemment, si on veut, avoir un produit qui est clean, avoir un produit qui est bio, qui est exigeant sur le sourcing, hein, je parlais des sujets plutôt RSE, tout à l'heure, ça fait qu'on a un produit qui est un peu plus cher. On a des gens qui sont prêts aujourd'hui à mettre ce prix-là parce qu'ils comprennent pourquoi on le fait et c'est pour ça qu'il faut travailler à la fois sur, continuer à améliorer notre performance pour baisser les coûts et continuer à faire de la pédagogie et après il y a un autre point, c'est que pour atteindre la fameuse parité prix qui est, sollicitée par beaucoup de monde en disant: «Bah, pour que le végétal puisse être, accessible, il faut qu'il y ait une parité prix».
Moi, je suis convaincu de 2 choses, c'est qu'il faut que nous, producteurs, on continue de baisser les prix et d'améliorer notre production, notre qualité productive. Mais il faut aussi qu'il y ait un peu de régulation et que les prix des produits animaux augmentent pour tenir compte de leur impact environnemental, de ces externalités négatives, de leur impact sur, les conditions aussi, d'élevage. Et je crois qu'il y a pas longtemps, il y a eu, une remarque qui a été faite par, je me rappelle plus quel organisme en France, mais qui a dit: «Ouais, il faudrait qu'on arrive à», je cite: «inclure, le prix de la souffrance animale, dans le prix de la viande», et je crois que c'était en lien avec, une publication qui a eu récemment sur, les conditions de transport, des animaux en Europe qui, malheureusement circulent beaucoup, et du fait que, bah, même quand on consomme un produit, par exemple, qui vient d'un élevage, français, il y a tout un jeu, de transport, des animaux entre différents pays parce qu'ils vont être, élevés à un endroit, abattus à un autre, Mmh. consommés dans un troisième, quoi, donc c'est une question complexe. Ouais, ouais, cette notion de prix, elle est très intéressante, en tout cas de valeur des aliments, et c'est évident que, la valeur aujourd'hui des produits alimentaires, elle est pas la bonne parce que, comme tu disais, il y a tout un tas de systèmes de subventions, d'aides qui peuvent, venir, baisser les prix, plutôt vers le bas, et ce concept d'externalité négative qui est hyper important, c'est, le chef Thierry Marx qui, lorsque il y a eu une polémique là, il y a 1 ou 2 ans sur la baguette, je sais plus à combien elle était en supermarché, enfin en tout cas vraiment pas cher la baguette de pain, et il disait: «Bah voilà, cette baguette en fait vous la payez 3 fois. Vous la payez une fois à la caisse, une fois, sur votre santé parce qu'on utilise, des farines vraiment de mauvaise qualité, et puis une troisième fois sur l'environnement parce que, là aussi, pour produire ce blé à ce prix-là, bah, il a fallu, soit le faire venir de loin, soit le produire avec, des intrants chimiques et autres pour avoir un maximum de rendement. Donc, je pense que c'est un vrai débat qui, en effet, dessert les petites marques qui cherchent à bien faire, comme vous, parce que vous, pour le coup, c'est la vraie valeur des choses. Heu, il y a plutôt des externalités positives dans votre proposition de valeur que, à contrario, tout le côté négatif. Est-ce que quand tu parles de parité des prix, c'est parité entre le produit végétal et son référent animal? Bah, en tout cas, nous, c'est ce qu'on nous demande souvent, Mmh. c'est: «Est-ce que vous serez capable, demain, d'être au même prix que du fromage?» Parce que, bah, c'est bien gentil tout ce que vous nous racontez, mais si vous êtes, 50 plus cher ou 2 fois plus cher, c'est trop difficile pour les gens, et c'est normal qu'ils passent pas au végétal. Enfin, c'est en tout cas une objection qui nous est faite souvent. C'est pour ça que je dis que oui, c'est important, mais ça, il faut pas oublier qu'il faut que ça vienne de 2 endroits. C'est une amélioration des prix des produits végétaux en gardant la qualité, mais très certainement une révision peut-être à la hausse de certains produits animaux pour tenir compte de tout ce qu'on vient de dire. C'est ça. Ce qui est un peu difficile à entendre en ce moment avec le contexte inflationniste qu'on connaît. Et après, enfin, ça me donne envie de faire un commentaire, alors qui est peut-être, un pas de côté par rapport au cœur de la discussion, mais, hem, moi, avec les nouveaux affineurs, c'est là où j'ai commencé vraiment à travailler dans le monde, de l'alimentation. Avant, je m'y intéressais, mais par intérêt personnel, en fait, et j'étais plutôt dans d'autres activités, j'étais dans l'industrie, mais pas alimentaire, et ces différentes années, j'ai quand même fait un constat. Malheureusement, j'ai pas la solution, mais en tout cas, c'est le constat d'un problème important. C'est qu'aujourd'hui, la façon dont est organisée la production et la distribution alimentaire en France, quand tu fais quand même une analyse de la valeur et tu regardes où sont les différentes, marges, bah, malheureusement, en fait, un produit dont on cherche en grande distrie à avoir un positionnement prix assez standard, c'est-à-dire qu'on veut pas trop de produits au-dessus de 2 3 euros. Mais, quand on enlève la part du retailer, la part du transporteur, la part du transformateur, mais en fait, sur un produit à 2 ou 3 euros, il reste quelques dizaines de centimes pour les ingrédients, et Et donc pour le producteur, c'est-à-dire vraiment l'amont agricole. agricole, et donc en fait, là, alors je dis bien que j'ai pas la solution parce qu'après, on va me dire que je suis, naïf et idéaliste, mais bon, c'est parfois important. C'est que malheureusement, en fait, ça met aussi de la pression sur les producteurs. Alors, je parle même pas de l'amont agricole, je parle des transformateurs, à aller chercher un amont agricole qui est moins qualitatif, Mmh. parce qu'il y a une pression sur les prix qui est énorme, et là où c'est très dur, c'est qu'en fait, il faut continuer
d'avoir une éducation qui pousse les gens à, je pense à être prêts à dépenser un peu plus pour mieux manger. Et c'est dur et surtout dans le contexte actuel, donc c'est pas un coup de baguette magique qui va faire que les gens auront, 100 € de plus à dépenser dans leur panier, par mois, donc c'est pour ça que je dis: «Il faut être réaliste aussi». Mais la réalité, c'est que, bah, manger moins transformé, manger moins de produits animaux, ça réduit aussi, le budget alimentaire et ça peut être, quelque chose qui est, réalloué finalement à des ingrédients plus simples ou qui sont un peu meilleurs heu, pour la santé aussi, hein, et pour toutes les questions qu'on a évoquées. Mmh. Et du coup, tu as tout à fait raison et tu, résous un double problème qui est, le problème d'une meilleure rémunération, et d'une meilleure qualité de production, agricole en amont, pour que les gens qui finalement fabriquent la matière première vivante, hein, qui est quand même la base de notre alimentation, touchent une part de la valeur de la chaîne alimentaire, beaucoup plus forte et de façon plus vertueuse sur l'environnement. Et après en aval, donc complètement à l'autre bout de la chaîne, Mmh. hem, mieux éduquer, informer, les consommateurs pour qu'ils aient des meilleurs choix alimentaires qui soient plus sains et plus durables. On est tout à fait d'accord, oui. Écoute, on a pas mal parlé de l'entreprise. Juste avant qu'on enchaîne sur, ton parcours à toi, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, quelques, repères sur l'entreprise? Combien vous êtes, les perspectives de chiffre d'affaires, de croissance? Enfin voilà, nous donner un peu des ordres de grandeur de là où vous en êtes et là où vous allez. Ouais, très bien, l'entreprise a un peu plus de 5 ans. À l'époque, bah, on parlait de notre première rencontre, donc je disais que c'était, il y avait rien, hein, à ce moment-là, c'était le tout début, avant qu'on monte le tout premier labo sur le campus d'AgroParisTech. Et depuis, on a pas mal grossi, donc il y a eu cette première phase de labo. On s'est installé sur un pilote, donc un site pilote de production. On a des locaux qui sont, en région parisienne où, sont regroupés les bureaux, la R&D, la production. Et aujourd'hui, on est une petite vingtaine. Par rapport au développement commercial, la 1re vraie année commerciale pour nous, ça a été l'année dernière. Donc avant ça, en fait, on faisait des petites séries. On avait un petit peu de chiffre d'affaires, mais c'était des petites séries qui étaient vendues dans des tout petits réseaux de magasins. Et maintenant qu'on a, depuis 2022, une capacité de production et une capacité de monter en échelle, on est capable de travailler avec, différentes enseignes, différents grossistes qui sont régionaux ou nationaux. Et donc là, on est vraiment, en fait, dans une phase qui est aussi passionnante parce que c'est le moment où on est en train d'accélérer commercialement. Et pour donner un ordre de grandeur, c'est que, là, par exemple, cette année, par rapport à l'année dernière, on est en train de faire, de tripler, les volumes et donc le chiffre par rapport à l'année dernière. Donc on cherche à maintenir cette tendance. Ça fait des changements importants et on est content de on est content de les faire. Et donc c'est pour ça, on continue aussi de se structurer, de recruter pour accompagner, cette croissance. Il me semble que pour financer cette croissance et puis peut-être aussi les investissements, commerciaux, industriels, vous avez levé des fonds il y a 1 an ou 2. Oui, bah, alors juste avant de démarrer justement la construction de ce site pilote, ça s'est fait avec, l'entrée d'investisseurs, au capital. Donc c'est, plusieurs fonds, qui l'un est spécialisé sur, la transition alimentaire, l'autre sur, l'impact des protéines alternatives, et un troisième fonds. Il y a eu une levée de fonds à l'époque de 2 millions d'euros, qui a permis, entre autres choses, d'amorcer, cette, cette mise en œuvre technique. C'est-à-dire de sortir du labo et de passer à une phase pilote. Ça s'est fait sur, bah, la période, principalement 2020-2021, début 2022. Et puis maintenant que ça s'est structuré et mis en place, on est rentré, on a amorcé cette phase de lancement commercial et de croissance. Et donc on continue de se développer, et il va y avoir, d'ailleurs, prochainement une nouvelle levée de fonds. On va, aussi ouvrir le capital à des investisseurs, particuliers, via du financement participatif qui va représenter une partie du prochain tour de table. Mais on pense que c'est important parce que comme on est dans une phase de déploiement aussi commercial, ça permettra de toucher aussi des gens qui sont, à la fois intéressés par ce qu'on fait, mais aussi des clients, qui ont envie de soutenir, notre activité. Donc ça va être du financement via une plateforme comme, Lita ou, Mimosa ou des gens comme ça? Ça fait partie, ouais, des gens avec qui Mmh, on discute. d'accord.
Écoute, maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours, voir qu'est-ce qui t'a amené là. Tu as un master spécialisé en mathématiques appliquées, tu es diplômé de Centrale à Lille, donc voilà, un parcours très scientifique, très ingénieur, finalement pas grand-chose à voir avec l'alimentation dans ton parcours antérieur. Alors qu'est-ce qui t'a amené, dans l'alimentation? Alors, bah, moi je pense, depuis très longtemps, j'ai un intérêt fort sur, l'alimentation. Alors, commencer par, manger bien et bon surtout. Donc j'étais, gourmand et j'ai toujours aimé, manger des bonnes choses. Je pense aussi, ça c'est plutôt une chance, hein, mais, je veux dire familialement, j'ai été dans une famille où c'était important de manger, bien et sainement et il y a pas mal de temps, j'ai commencé à, être vraiment intéressé par toutes les problématiques au sens large, liées à la production alimentaire, la transformation, l'alimentation, la nutrition. Je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants, alors à la fois avec, enfin un regard, scientifique. Il y a des questions qui, ont des enjeux très vastes, hein, politiques, économiques, hem, sanitaires et dans ce chemin-là, à titre personnel, moi, j'ai commencé à être, beaucoup plus, impliqué, à avoir une alimentation, végétale. Je travaillais donc, suite à ce parcours d'ingénieur et avec un profil scientifique, dans une société de conseil, mais spécialisée sur des projets industriels et techniques. Globalement, pour améliorer, en fait, la performance industrielle via du développement de produits ou de l'optimisation de CapEx et d'infrastructures. Plein de choses hyper intéressantes et je voulais en fait me rapprocher beaucoup plus du domaine alimentaire et c'est comme ça qu'en fait s'est fait le passage de cette première re 1 partie on va dire, d'activité pro, à la création des nouveaux affineurs et l'idée pour moi c'était de, un contribuer à faire des produits qui soient bons et de le faire avec une dimension technique parce que, bah, ça fait partie aussi de ce que je sais faire et de pouvoir en fait, bah, lier un peu ces 2 univers et aujourd'hui, donc il y a cette brique, d'innovation technologique, il y a ce sujet alimentaire de faire des produits bons et d'aller parler de gastronomie française en fait. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui fait partie des valeurs de la boîte. On est très content aussi, d'avoir démarré alors malgré les difficultés que ça représente pour, des petits acteurs comme nous, d'avoir fait le pari d'avoir une activité industrielle, en propre. Parce qu'en fait, c'est un élément clé à la fois de, la maîtrise produit, de la maîtrise technique et de la chaîne de valeur et en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est un atout aussi d'avoir une diversité de métiers dans une entreprise, même si aujourd'hui on est petit, hein, on disait qu'on était une vingtaine, mais on a quand même une grosse variété de métiers qui sont représentés dans cette structure-là et c'est très enrichissant, au quotidien. Mmh. Oui, parce que c'est finalement assez rare, dans des startups de vos dimensions d'avoir son propre, site industriel. Ouais. Et donc là, tu parlais de gastronomie. Ouais, la gastronomie et l'innovation sont 2 valeurs fortes, dans la boîte, c'est ça? Oui, bah, c'est quelque chose de très important, en fait, que les produits soient bons. On parlait tout à l'heure de où est-ce qu'on en est en France dans l'adoption, j'allais dire, des produits végétaux ou en tout cas de la diversification alimentaire. Moi, ce que je constate depuis toutes ces années, c'est que finalement l'alimentation végétale, je parle pas d'alimentation, stricte, végétalienne, mais en tout cas l'importance de l'alimentation végétale, dans son assiette, maintenant, c'est quand même, de plus en plus connu et on n'a pas encore observé, en tout cas au quotidien, les choses bougent, mais si on regarde autour de nous, il y a pas une majorité de gens qui ont adopté une alimentation majoritairement végétale. Moi, je pense que les gens sont de bonne foi et qui sont convaincus que, c'est important et que si, le changement est difficile, c'est aussi parce que, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut travailler. Un des sujets, c'est l'offre et il faut qu'on ait des produits qui soient bons. C'est quand même une barrière à l'entrée qu'il faut pas oublier et aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup de produits qui sont, moyens. Donc en fait, quelqu'un qui est, déjà végan, il bon, peut-être qu'il va pas faire la comparaison, donc il va se dire: «Bon, c'est moins gênant» et encore, il faut pas croire, les gens ont envie de bons produits. Mais à la limite, la personne qui, continue de manger de tout, si le produit végétal est moins bon, c'est déjà un critère en moins pour changer ses habitudes. Il faut que ce soit qualitatif, du point de vue nutritionnel et du point de vue de la transformation et il y a trop de produits qui respectent pas ce critère-là aujourd'hui dans ce qui est distribué
et après il faut que ce soit accessible et accessible, c'est à la fois on parle des sujets prix, mais aussi la capacité, productive, ça c'est important et l'enjeu, c'est vraiment d'être capable de répondre à ces 3 sujets-là et d'où le volet, gastronomique qui pour moi est la partie, émergée de l'iceberg. En fait, c'est ça le premier contact avec les clients. C'est qu'est-ce qu'on présente et quel est son goût? Et finalement le côté technique qui est l'amont pour nous et qui permet d'arriver à ce résultat-là. Donc c'est vraiment, bah, 2 piliers en tout cas de l'entreprise, depuis qu'elle a démarré. Mmh. Et toi-même, tu es végétarien, végétalien? Enfin, est-ce que ça a été un motivation supplémentaire? J'aime pas me décrire, ni comme l'un ni comme l'autre parce que, enfin concrètement je mange, j'ai une alimentation qui est à 99 et quelques pourcents, végétale. Donc enfin des gens, pour certaines personnes, ils vont dire: «Ah mais il mange vegan» et puis pour d'autres, je vais être extrêmement laxiste, mais non en réalité, c'est pas enfin moi j'ai pas d'approche identitaire de ce sujet-là. Je pense que c'est, crucial d'avoir, une alimentation qui est majoritairement végétale. À titre individuel, je me sens mieux et je suis plus satisfait d'avoir une alimentation qui est totalement végétale et c'est en accord avec mes valeurs et avec, certains sujets qui sont importants pour moi du point de vue, éthique. Mais après, voilà, je pense qu'il faut le promouvoir de façon, positive et nous, un des axes de communication qu'on a essayé d'avoir, pour les nouveaux affineurs, c'est finalement on parlait du goût, mais en tout cas d'avoir cette notion aussi de partage. Une des phrases que tu peux voir sur nos packs, c'est, «Végan à la française» et en fait, quand on parle d'un produit, je suis très content de parler d'un produit végan, c'est facile à lire en fait, hein, c'est, quelle est la composition des ingrédients, quel est son process de fabrication et fait-il appel ou non à, des produits ou des process issus de l'exploitation animale? Donc c'est facile à lire et c'est important et justement, c'est un parti pris. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que quand on présente un produit comme vegan par rapport à un produit plant-based, il se vend moins bien. Mais je pense que malheureusement, il y a beaucoup d'a priori négatifs, en fait, sur ce mot-là parce que c'est pas connu et tu parlais de Thierry Marx. Moi, quand je vois les chefs, ils font, ou même Pierre Hermé, il fait sa bûche végane, il dit pas: «C'est une bûche alternative végétale», il dit: «C'est une bûche végane» et il faut être, acteur, en fait, aussi de parler positivement de ce mot-là, c'est pas un tabou. Quand on fait un produit vegan, on met pas un pistolet sur la tempe des gens en leur demandant de devenir, véganes et il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est des produits qui peuvent être partagés par tout le monde et cette notion de vegan à la française, ça regroupe pour moi le fait de faire des produits qui soient bons. C'est le côté gastronomie française et c'est aussi la notion de commensalité, c'est-à-dire de partager son repas. C'est un truc aussi très français. Enfin, déjà quand on pense au plateau de fromage, c'est un plat qu'on partage à plusieurs et de se dire, bah, en fait, c'est, une alimentation qui, indépendamment des préférences de chacun ou chacune, est aussi un dénominateur commun qui peut, convenir à tout le monde et ça, c'est, je trouve quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement puissant, mais a priori, en fait, si je fais un plat, végétal, un plat végan, si j'invite des gens, je mets de côté, potentiellement l'allergie de quelqu'un à un ingrédient, mais a priori, tout le monde va pouvoir le manger indépendamment de ses préférences, de ses convictions et même j'allais dire, parfois il y a des questions religieuses, hein, sur l'alimentation et c'est un dénominateur commun assez puissant et je trouve qu'on essaye de véhiculer, autour de cette notion de partage d'un produit que tout le monde peut manger. Mmh. On voit que tu as une démarche qui est hyper cohérente, du début à la fin, à la fois, perso et pro, à travers les engagements environnementaux, le souci des sourcing et de la maîtrise des filières d'approvisionnement, ta cohérence, entre tes habitudes alimentaires et les types de produits que tu développes. Comment tu fais pour, aligner, cet état d'esprit au sein de ton entreprise parmi, bah, tes collaborateurs, ton équipe qui est en train de grandir, et tous les gens que tu recrutes? Alors par rapport au recrutement, enfin par rapport à l'équipe, un truc qui est intéressant parce que ça aussi c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est, bah, est-ce que, les gens dans l'équipe, sont véganes ou autres? En fait, pas du tout. Enfin on va dire, bah, l'équipe est très variée de ce point de vue-là. Ça a jamais été, ni une question, ni un critère de recrutement, pour plein de raisons. Déjà parce que si on c'est déjà assez dur de recruter, donc si on s'imposait ça comme critère, on n'irait pas loin. Mais en plus parce que, justement, en fait, l'entreprise, on va dire,
c'est un véhicule ou c'est un endroit où les gens viennent travailler pour l'objectif qui correspond à tout ce qu'on a cité avant, pour ses produits, pour leur impact et cetera. Et finalement, en fait, quelqu'un qui vient et qui travaille au quotidien chez nous et qui contribue à tout ça, son impact, il est hyper important. Même si à titre perso, en fait, il est pas végan. Et l'autre point, c'est que comme, je disais, on a une variété de métiers qui est assez, grande. En fait, je pense qu'on peut parler à beaucoup de monde. On peut aussi avoir, une diversité de personnes qui vont s'intéresser à des choses, différentes dans l'entreprise. Il y en a qui vont venir pour le challenge, technique et l'innovation. Il y en a qui vont venir, un peu plus pour, évidemment, hein, ces questions, environnementales, ces questions, éthiques. Il y en a qui vont venir, pour les problématiques commerciales et l'excitation aussi d'être sur quelque chose qui démarre. Et puis plein de gens qui vont venir pour un peu de tout ça à la fois. Mais ouais, je pense que c'est intéressant, enfin, je vais dire, essayer de communiquer le plus positivement, possible. 2, d'être très ouvert. Et je pense qu'avoir des gens qui ont un parcours, des idées différentes, c'est aussi important parce que la société est comme ça, en fait. Si demain travailler que dans un entre-soi, je pense que c'est pas forcément, productif, non plus. Enfin, productif ou constructif, j'allais dire, pour véhiculer ces valeurs. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de continuer et peut-être quelque chose qu'on fait pas assez par contre. Je sais pas si, les gens de l'équipe écouteront le podcast, mais c'est peut-être communiquer un peu plus en interne, par contre, sur ces fondamentaux, qui je pense sont importants. La réalité, c'est que, tout le monde est sensible à ça, même si, pour plein de raisons, et c'est difficile aussi de pouvoir appliquer au quotidien, tout ça, à titre perso, mais tout le monde y est sensible et c'est important progressivement de pouvoir progresser et de pouvoir apprendre sur plein de sujets liés, à l'alimentation végétale au sens large. Mmh. Mmh. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ton parcours, professionnel avant, les nouveaux affineurs, c'est que tu as été photographe pendant 7 ans. Alors c'était un hobby, c'était une activité professionnelle, c'était une activité en parallèle d'un autre job? Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais, beh, ça, c'est un petit pas de côté effectivement, enfin, en tout cas, au départ, c'était une passion perso. Et pendant, quelques années, j'ai continué ça je vais dire, à la fois en hobby et partiellement en hobby, rémunéré. En parallèle de ma vraie activité pro, en tout cas, mais ça a jamais été, un temps plein. Donc c'est plus une passion qui a un peu ralenti par la force des choses, avec les nouveaux affineurs, qui, captent toute mon énergie déjà, aujourd'hui. C'est toi qui fais les photos de produits peut-être? Non, plus du tout. Même pas? J'ai juste légué, tout le matériel de studio à l'entreprise. Donc ici, on a un petit studio pour l'équipe marketing, mais non, je m'occupe plus du tout de ça. J'en ai fait au tout début, à l'époque où on était, beaucoup moins nombreux, où on était un, 2 ou 3, évidemment. Mais non, non, ça c'est plus ouais, une passion perso Mmh. et qui a pu continuer pendant quelque temps, voilà. C'est quel type de photos que tu réalisais? Enfin, à titre, perso, plus des choses, enfin, j'allais dire, liées évidemment, qui peuvent se faire en voyage quand on a un peu plus de temps aussi, pour s'y poser. Et après, j'ai travaillé sur, du portrait en studio, chose hyper intéressante pour apprendre à travailler la lumière, les éclairages, donc j'ai eu l'occasion de creuser ça aussi. Et le déclic pour devenir entrepreneur, ça a été quoi? Parce que si tu étais passionné par l'alimentation végétale, tu aurais très bien, pu aller travailler, dans une marque qui développait cette activité-là? Ouais, hem, alors je saurais pas, répondre à quel est le déclic. Je pense qu'il y a 2 choses. Alors l'entrepreneuriat, il peut se faire via la création d'entreprise, mais en fait, il y a plein de façons de l'être, hein. En fait, ça peut être, finalement plus, comment on porte des projets, comment on les lance, comment on y contribue. Donc de ce point de vue-là, là, sur ce que je viens de dire, je pense que j'ai eu, toujours un état d'esprit assez entrepreneurial et avoir envie de démarrer des choses. Et après concrètement, c'est intéressant, ce sujet parce que pour moi, c'est pas une fin. Moi, j'ai jamais été dans un état d'esprit en me disant, «Bah, il faut absolument que», et j'en ai vu, hein, des gens à côté de moi pendant les études qui disaient: «Bah, moi, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je veux monter ma boîte, quoi». Et moi, j'ai jamais été trop dans ce sujet-là.
Par contre, quand j'ai voulu démarrer, bah, je me suis rendu compte que, ce qui m'intéressait et par exemple par rapport au sujet des alternatives au fromage, ça existait pas et qu'un bon moyen d'avancer, c'était de se mettre, enfin de prendre le sujet à bras le corps et de démarrer, de commencer à contacter des gens. Donc ça s'est fait en fait un peu naturellement quoi, sans trop réfléchir finalement, et c'est venu ouais, c'est venu comme ça. Et quand je dis que c'est une fin, enfin, pardon, justement, c'est pas une fin et c'est plutôt un moyen, c'est que, bah, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, pour moi, c'est des choses qui sont importantes dans ma vie professionnelle et à titre perso également. Et c'est sûr que, en tout cas, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça permet d'avoir, plus de liberté de ce point de vue-là, dans l'alignement, de l'activité, enfin pro et perso. Que quand on rejoint une organisation, mais c'est pas du tout quelque chose que j'aurais, exclu, parce que, pour moi, ce qui est important, en tout cas, c'est d'avoir une organisation qui est, en lien avec ce que j'ai envie de partager. Il se trouve que, bah, là, c'est c'est moi qui l'ai démarré, mais c'est pas un prérequis. Mmh. Et c'est quoi le coup d'après? Tu seras où, toi et les nouveaux affineurs dans 5 ans, par exemple? Bah, pour les nouveaux affineurs, je pense que là, on a démarré des 1ers produits, des premières res gammes qui sont des preuves de concept, on va dire. Et je pense que, même si on est très content de ce qu'on a fait et de comment se positionnent les produits par rapport au marché, on a énormément de progrès à faire, et que on va dire toute la R&D, tout le potentiel des produits, on a beaucoup plus devant nous que derrière nous. Donc c'est continuer d'être, très bon là-dessus, d'être impliqué sur, heu, toute l'amélioration produit, toute la démarche scientifique pour répondre à tout ça. Et ça va nous amener, bah, sur, aujourd'hui l'enjeu donc on a site pilote, c'est de l'amener rapidement à saturation. Et derrière va se poser la question à la fois du déploiement, industriel, c'est-à-dire quel schéma, on va prendre, est-ce qu'on construit une usine, comment ça se passe, pour la suite? Et commercial, on parlait aussi du développement international. Je suis convaincu depuis le début et plus j'avance, plus je continue de l'être, que, bah, voilà, avoir quelque chose qui est, hyper exigeant du point de vue du goût, ça a du sens, et qu'il faut, continuer à développer ça, à la fois produit et marque et donc à pouvoir se développer, peut-être demain avec des partenariats et pas toujours tout seul, mais à pouvoir se développer aussi, hem, hors Europe avec toujours cette même marque de fabrique. Pour conclure, je pose cette question à tous mes invités puisque c'est la devise de Nutrikeo. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Quel impossible as-tu rendu possible dans ta vie, personnelle ou dans ton projet entrepreneurial? Alors je pense qu'il y en a pas mal, mais déjà le fait qu'on ait, des fromagers français, qui goûtent notre produit et qui disent, «C'est vraiment bon», je trouve que ça, c'est une petite victoire. Et en fait, ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que, depuis plusieurs années, on a toujours été, au sein de l'agriculture, souvent hébergés soit par AgroParisTech, soit par l'INRAE. Et en fait, c'est clairement, un des endroits où, de base, les gens ils viennent pas pour manger un produit végétal. C'est c'est pas un repère, notoire de militants véganes. Et en fait, on est là-bas, on fait goûter le produit à plein de gens qui, au départ, en gros, j'allais dire: «Ils s'en foutent», mais juste parce ils savent même pas que ça existe. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est, bah, rien que montrer que ça existe à des gens qui, a priori, il y avait pas du tout ça dans leur tête. Ça va pas être des clients, hein, demain, ou pas du jour au lendemain, mais on contribue, bah, je parlais de ce travail d'éducation, d'engagement qui se fait par petits bouts. On n'est pas tout seul et on est, je pense, une toute petite brique, associée à plein de milliers d'autres, entreprises, associations qui travaillons, dans cette direction. Et ça, je pense, c'est important de le faire, de continuer à le faire. Et donc voilà, c'est toutes ces actions qui sont pas du business directement, mais qui permettent de contribuer finalement à la pédagogie et l'éducation autour de ces questions-là. Complètement. Écoute, est-ce que, avant de clôturer, cette discussion, tu as un dernier point que tu aurais aimé aborder ou une dernière actu que tu aurais aimé mettre en avant? Une dernière conviction? Non, je pense qu'on a pas mal parlé, un petit peu des sujets, des moteurs de l'entreprise. En actu, on a juste un nouveau produit, qui est en magasin là depuis, fin
mai, donc c'est tout récent. C'est un produit qui s'appelle la bûche, tout simplement, et qui se rapproche d'un produit en forme de bûche qu'on connaît bien dans le fromage français. Bûche de chèvre, du coup, enfin le référent. C'est ça, et donc qui vient de démarrer. On est rentré sur une gamme aussi avec un positionnement prix un peu plus bas que ce qu'on avait déjà. Donc le lancement est très bon là depuis quelques jours, et c'est notre dernière nouveauté qui vient de se lancer. Et vous avez donc réussi à reproduire ce côté un peu piquant, enfin très particulier du fromage de chèvre? Et surtout quand il vieillit, c'est-à-dire que alors déjà tous nos produits, c'est des produits tous les produits affinés, ils évoluent dans le temps, bah, comme un fromage, donc ils ont pas le même goût quand on le goûte juste après la fabrication, au milieu ou plus proche de sa DLC. Et ce produit-là, plus on le fait vieillir, plus il va rappeler les notes de fromage de chèvre, et vraiment des notes typiques. Je sais pas si tu as déjà goûté ou pas, mais on va en reparler dès que tu l'auras testé. Non, je l'ai pas encore testé, mais du coup, ça me donne très envie. Et en lien avec cette actu-là, c'est que ce produit est dispo, et surtout nous, je disais qu'on est en phase de déploiement commercial, surtout cette année en 2023. Et là, coup sur coup, on vient de rentrer dans pas mal de gros grossistes et enseignes. Donc en fait, à partir de là, l'été, on va être présent quasiment partout en France, principalement dans les magasins bio. Mais donc on va être dispo chez Biocoop, en particulier dans pas mal d'autres enseignes. Donc c'est quelque chose qui démarre tout, tout chaud là, au moment où on se parle. Mais écoute, je crois que tu nous as mis l'eau à la bouche, Nour, à nous parler de tous ces bons produits. On a parlé évidemment, d'alimentation végétale et de son côté positif au niveau environnemental, au niveau nutritionnel, mais on l'a compris, le goût, la gastronomie, le partage, tout cet aspect plaisir, il est évidemment au cœur de l'ADN de la marque Les Nouveaux Affineurs, et c'est hyper intéressant de t'en entendre parler. Merci beaucoup, Nour, pour ton temps et pour, ton partage de vue sur ce nouveau marché émergent de l'alimentation végétale. Bah, merci à toi, et puis merci à tous ceux qui nous auront écoutés jusque-là. J'espère Exactement. que, comme Grégory, ça vous mettra l'eau à la bouche. Du coup, bah, si ceux qui nous écoutent veulent retrouver les produits, on peut les retrouver en ligne sur le site Les Nouveaux Affineurs et C'est ça. chez quelques distributeurs que tu as évoqués, essentiellement Ouais. des magasins bio. La plupart des magasins bio, normalement, vous pourrez facilement trouver les produits, et sinon, n'hésitez pas à leur demander. Bon, bah, très bien. J'espère que ça va donner envie à un maximum de goûter. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à partager cet épisode ainsi qu'à découvrir d'autres sur Culture Nutrition, le site, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Et également, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des bonnes notes sur l'ensemble de ces plateformes pour qu'on puisse être écouté par un maximum. Encore un grand merci à toi, Nour. Très bonne continuation et longue vie aux Nouveaux Affineurs, et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir.